Bonjour, merci de participer à cette session de Data XD. Tous les mardis du mois de juin, nous avons un rendez-vous. Maintenant, nous allons enchaîner avec 2 talks de 20 minutes à 2 de mes collègues, Franck Cusack et Roman Sajian. Ils sont data engineers chez Publicis Sapient. Ils vont parler sur Glue et EMR. Franck et Roman, bienvenue. Le public est à vous. D'un projet Big Data déployé historiquement sur un cluster Hadoop on-premise et où donc on a eu cette réflexion de comment le migrer dans le cloud. Donc une réflexion autour de que choisir entre Glue et EMR pour cette migration. Alors tout d'abord, petite description de notre projet Legacy. Donc notre application, c'est à peu près une dizaine de jobs batch en Scala Spark, lancés les uns après les autres et ordonnancés avec Airflow. En soi, donc on déploie ça sur une stack Hadoop. Donc en termes de lecture-écriture, on va utiliser HDFS, qui est classique dans la stack. Le Hive Metastore pour tout ce qui va être table sur nos jeux de données. Et enfin Zeppelin pour tout ce qui va être exploration de la donnée et debugging du quotidien, des choses comme ça. Finalement, pourquoi on veut migrer sur le cloud? Parce que vous allez me dire, bah, ça fonctionne là, ce qu'on a actuellement sur Hadoop. Alors oui, ça fonctionne, mais le côté on-premise nous cause pas mal de soucis. On nous a causé en tout cas pas mal de soucis. Déjà, le cluster qu'on utilise en prod, on l'utilise maximum 5 à 10 heures par jour. On lance tous nos batchs une fois par jour et ça prend jamais plus que 10 heures par jour. Donc finalement, en grande partie de la journée, il est inutilisé. On a une grosse machine, c'est du courant ça pour pas grand-chose. Ensuite, qui dit cluster on-premise dit qu'on gère nous-mêmes la complexité de toute cette infra. En plus, c'est pas forcément un cluster Hadoop, c'est pas le plus facile. Bon, bien sûr, il y a une équipe dédiée pour ça, mais ça veut dire qu'on n'a pas la main sur notre infra, qu'à chaque fois qu'on a un souci, il faut contacter d'autres personnes, on est dépendant des autres personnes et un peu de leur disponibilité. Et un peu dans les problèmes les plus communs qu'on va rencontrer, ça va être évidemment l'espace de stockage qui va manquer. Si vous avez déjà travaillé sur un cluster Hadoop on-premise qui est partagé par plusieurs équipes, ça a dû vous arriver assez souvent que l'espace de stockage en dev on atteigne le maximum. Puis après, donc là, le cluster, il est inutilisable, il n'y a plus rien qui passe, tout ça. On est obligé d'envoyer un ticket et d'attendre parce qu'on n'a même plus la main pour nous-mêmes faire de la place. En termes donc, de gestion de service, Kerberos, au niveau sécurité, je pense, est le parfait exemple de choses complexes à gérer ou à mettre en place. Et enfin, en dev, pareil, ça arrive, je pense, assez souvent à tout le monde d'avoir des problèmes de ressources, c'est-à-dire vous soumettez un job à Yarn en disant tiens, j'aimerais bien lance-moi ce job Spark avec tant de ressources, et tout simplement Yarn va dire ah non, désolé, j'ai rien de disponible parce que il se peut qu'à côté il y ait un data scientist qui ait ouvert un notebook ou trop de notebooks en parallèle et qu'il ait pris toutes les ressources du cluster qui étaient disponibles, alors qu'en plus il a juste oublié de fermer ses notebooks, il ne les utilise même plus. Donc, nous avons, pour toutes ces raisons, décidé de migrer vers le cloud et pour des raisons d'affinité de compétences techniques dans l'équipe, on est parti vers AWS. Alors pour la migration sur AWS, on a migré les différents composants qu'on avait pour faire tourner nos jobs. Donc pour HDFS, on a choisi du S3. Pour le Airflow, on est resté sur Airflow. Il y avait d'autres solutions sur AWS, mais ne nous convenaient pas, surtout au niveau de l'UI, pour pouvoir relancer facilement les jobs et s'assurer faire le suivi quotidien du run de notre job. Donc on est resté sur Airflow. Zeppelin, donc il y a aussi du Zeppelin qui est disponible en managé sur AWS et on a également des notebooks SageMaker pour faire du Python sur AWS. Donc pour ça, on n'a pas changé. Et au niveau du Hive Metastore, en fait, il suffit simplement d'utiliser le Glue Data Catalog, qui est juste la réimplémentation du Hive Metastore faite par AWS. Sinon, ça fait exactement la même chose et les deux sont interchangeables dans l'écosystème AWS.
Donc, il nous restait la question de où est-ce qu'on va runner le job Spark. Et là, on avait deux possibilités. Donc, la première, c'était Glue et la deuxième, c'était EMR. Donc, je vais vous présenter Glue. Donc, Glue, qu'est-ce que c'est? C'est un service serverless de AWS. Ça va vous fournir du Spark managé, en fait, derrière. Glue, c'est tout va tourner au niveau de l'écosystème AWS, au niveau de tout ce qui est data, et il sert en particulier d'ETL dans l'écosystème AWS. Il vient avec d'autres choses sympas que juste la fonctionnalité de faire l'ETL. Donc, il vient avec le data catalog dont j'ai parlé, qui est juste un Hive Metastore, et il vient aussi avec des crawlers qui vous permettent de créer facilement des tables qui seraient sur des fichiers qui seraient dans S3 pour les mettre directement dans le data catalog de Glue. Donc, comment on fait marcher Glue avec un job Spark? Donc, pour lancer notre job Spark avec Glue, on ne peut pas le lancer directement. On ne peut pas fournir le jar et faire un Spark Summit ou l'équivalent sur Glue. Ce qu'il faut, c'est wrapper notre jar, donc faire appel à notre librairie dans un script Scala qui va, lui, être lancé par Glue. Donc, en fait, il faut lui fournir notre jar qu'on avait déjà codé en dépendance de ce script-là. Alors, il faut, comme vous le voyez, faire tout le bordel d'initialisation de Glue, donc créer le Spark Context qui va créer le Glue Context. Une fois que c'est fait, ou avant, on peut récupérer les arguments aussi qu'on va passer à notre job. Donc, nous, on n'en avait que deux pour l'exemple. Donc, on avait input et output. Et ensuite, il faut lancer la mécanique de Glue avec le job init. Et une fois qu'on a fait le job init, on peut appeler notre librairie, donc le main de notre application qu'on lançait avant directement avec Spark Summit. On peut l'appeler et lui passer les arguments qu'on lui passait avant, qu'on faisait par Summit. Donc là, en l'occurrence, les arguments, c'est -input file et -output file. Notez bien que les arguments qu'on va récupérer de Glue, ils s'appellent simplement input et output. Et donc après, il faut les remapper dans notre main. C'est important pour la suite. Donc une fois qu'on a ce script-là, il faut simplement lancer ce script sur AWS. Donc comme nous, ce qui nous servait à exécuter notre Spark, c'était du Airflow, donc c'était du Python. Sur Airflow, il n'y a pas de connecteur Glue de disponible. Mais par contre, on peut créer des plugins avec Airflow en Python pour parler à ce qu'on veut. Donc, on pourrait très bien créer un plugin Glue pour aller parler à notre Glue sur AWS, donc via Boto3, qui est la librairie pour faire du Python, pour discuter avec AWS quand on fait du Python. Donc, pour lancer notre job Glue, donc il faut récupérer le client en Glue, et on voit qu'on va lui passer dans les default arguments en extra jar notre jar qu'on lançait directement via le Spark Summit. On lui passe aussi bien sûr le pass vers le script Scala qu'on a écrit juste avant, donc ça c'est ce qu'on voit dans commande dans script location, et on va lui passer les paramètres. Et là, si vous avez bien noté, les arguments qu'on va lui passer, c'est -input et -output, alors que dans le script Scala, on récupère input et output. Et ça, ce petit détail-là, ça nous a fait perdre pas mal de temps de voir que en fait, ce qui manquait, c'était juste les deux tirets devant input et output pour récupérer nos arguments. Et ça, c'est pour Glue. Maintenant, je laisse la parole à Franck pour EMR. Donc, pour EMR, d'abord, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, EMR, ça veut dire Elastic Map Reduce. Donc, c'est le service managé dans AWS pour remplacer Hadoop. Enfin, c'est le service managé Hadoop, qui n'est pas serverless cette fois-ci, qui va donc faire popper des machines. Donc, ça va être à nous de configurer tout ça. Donc, qui dit infrastructure à faire popper, dit configuration, parce qu'on est en 2020, on fait de l'infrastructure as code. Donc, finalement, dans notre Airflow, on va devoir mettre à jour un peu notre DAG actuel pour que ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, vous voyez, on a 4 étapes qui vont… là, on montre uniquement 4 étapes qui vont servir à lancer un job Spark, donc uniquement un seul de nos batchs. Au début et à la fin, on a Cluster Creator et Cluster Remover qui vont juste être ajoutés une fois en début et à la fin. Et au lieu finalement d'avoir une brique par étape, on va devoir à chaque fois créer 2 briques par étape, une pour lancer, pour envoyer l'étape exécutée à l'EMR et une pour vérifier cette étape. On va voir le détail juste après.
Hop, donc, premièrement, dans notre DAG Airflow, on va devoir ajouter deux choses. Tout d'abord, la configuration de l'EMR, puisque c'est notre Airflow qui crée notre EMR, ça va être à lui enfin, ça va être, c'est à lui qu'il faut donner cette configuration. Donc, on crée juste une petite variable Python dans notre DAG Airflow. Et dedans, ce qu'on a d'intéressant, c'est que je définis mes types d'instances pour mon master. Donc M5, DX large, et je dis combien j'en veux une. Pour mes slaves, je fais la même chose. Je définis que je veux 5 instances M5 de X large. Et enfin, dans la définition de mon EMR aussi, je peux définir plusieurs applications que je veux que je veux d'installer dans mon EMR. Donc là, par exemple, Spark, Zeppelin, Hadoop. Hop, l'autre chose qu'il va falloir rajouter, enfin définir, c'est un wrapper autour de notre commande Spark Summit. Donc avant, tout ce qu'on faisait, c'était lancer un Spark Summit qu'on utilisait dans un Spark Summit opérateur sur Airflow qui était envoyé à notre cluster Hadoop on-premise. Là, EMR, lui, ce qu'il va prendre en entrée, c'est un format JSON dans lequel, tout simplement, il va y avoir notre commande Spark Summit. Donc, les 4 premiers champs, c'est uniquement pour EMR, pour lui, pour qu'il sache comment nommer tout ça et quoi faire. Et enfin, donc dans RGS, ça c'est vraiment ce qui nous intéresse, c'est tout simplement, sous forme de liste de string, notre commande Spark Summit, avec tous nos paramètres exactement comme avant. On n'a rien changé de ce côté-là. Hop. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, j'ai ma première brique, donc Cluster Creator. Ce qui est bien avec EMR, c'est que il y a tout ce qui est communication entre Airflow et EMR a déjà été implémenté dans Airflow de base. Il existe déjà des plugins pour faire tout ce qu'on veut avec l'EMR depuis Airflow. Donc, premier plugin pour tout simplement créer mon cluster EMR. Je lui file donc en paramètre la définition de mon cluster que j'ai défini plus tôt. Ensuite, donc je vais créer mes deux briques qui vont permettre, la première, de envoyer à EMR là où les steps que je veux qu'il exécute. Et ensuite, je crée un sensor qui va vérifier qui va vérifier le traitement, puisque le traitement en fait se fait de manière asynchrone. Airflow envoie un traitement à EMR et derrière Airflow n'a pas d'infos sur l'avancée de ce traitement. C'est ce qui change en fait par rapport à notre ancienne Spark Summit Operator qui marchait sur notre on-premise. Le Spark Summit Operator était capable de lancer et de vérifier en même temps l'avancée du job. Là, c'est pour ça qu'on doit faire deux briques. Une qui envoie à EMR et une qui interroge EMR pour lui dire en fait, qu'est-ce que tu fais? Ah, t'en es où? Ah, t'en es où? Jusqu'à ce que EMR lui dise j'ai fini, tu peux passer à la suite, ça a bien fonctionné, ou j'ai échoué. L'une des choses qu'on voulait aussi, c'était que le cluster ne tourne que quand on en a besoin, que quand il a des choses à faire. Donc, tant qu'il y a du travail, il continue de tourner. On n'a pas pu utiliser le mode transient directement de l'EMR pour éviter de relancer un EMR après chaque étape. Et on ne pouvait pas non plus envoyer toutes les étapes d'un coup, puis faire un check parce qu'on voulait pouvoir reprendre à l'étape, disons 3 sur 10. Et que si on envoyait tout d'un coup, on ne pouvait pas vraiment savoir. Airflow n'était pas forcément capable de savoir et de pouvoir relancer depuis son interface où est-ce qu'il en était. Donc, dans ce checker, il faut penser, en cas d'erreur, à ajouter une callback pour dire « Ah, si tu as fait un échec, éteins le cluster. » Donc, une fois qu'on a nos deux étapes pour envoyer et vérifier, il ne nous reste plus que notre dernière étape qui est supprimer le cluster en fin de traitement. Donc là, on n'a mis qu'une seule étape dans notre pipeline. Évidemment, nous, on en avait 10. Donc, il faut imaginer que les deux briques du milieu sont multipliées par 10. Et donc, à la fin, on supprime notre cluster. Donc, finalement, avec ces deux solutions, on va faire un petit récapitulatif et voir quels sont les avantages et les inconvénients de chaque solution pour faire notre choix. Alors, côté Glue, les inconvénients, c'est ce script de lancement qu'il faut maintenir et commuter quelque part. En plus de ça, on a vu que les arguments, quand on va vouloir les ajouter à notre main, il faut les passer au script et une fois qu'on les a passés au script, il faudra les repasser au main de notre application. Donc, c'est pas top. Après, si on va par là, on pourrait directement intégrer la logique Glue dans notre jar, mais ce sera dans un second temps. L'inconvénient de Glue aussi, c'est qu'il n'y a pas d'intégration avec Airflow. Il va falloir faire le plugin à la main tout seul comme un grand. Donc pareil, il faudra aussi le maintenir derrière et s'assurer de son bon fonctionnement. Donc ça, c'est deux points négatifs qui sont plus liés à notre mode de fonctionnement à nous qu'à l'outil en lui-même qui est Glue.
Par contre, des points négatifs qui sont juste liés à Glue, il y a l'allocation de ressources qui est peu flexible, puisqu'en fait, sur Glue, au niveau des exécuteurs Spark, on peut juste choisir entre avoir 4 cœurs et 16 Go ou 8 cœurs et 32 Go. Et si nous, on a d'aventure une workload qui va plutôt nécessiter d'avoir beaucoup de mémoire et pas tellement de CPU que ça, on ne pourra pas tourner sur quelque chose comme 2 corps et 32 Go. Ou si on veut le faire, il faudra adapter certains paramètres de Spark pour pallier cette limite-là. En plus, Glue, au niveau des versions de Spark disponibles, il est assez limité. Donc, on est en Spark 2.2 ou en Spark 2.4. Si vous avez encore des jobs de legacy en Spark 1.6 qui tournent et que vous voulez migrer, Glue sera clairement pas le bon outil. Et le point le plus impactant et le plus dérangeant que je trouve avec Glue, c'est son temps d'initialisation qui est assez long. Donc, j'ai mis une capture d'écran des temps d'initialisation de mon job. C'était juste un hello world sur un word count sur une dizaine de lignes, et on voit que mon job, il prend 1 minute à se lancer, et en fait, Glue, lui, il met 10 minutes en général pour lancer ce job-là. Ça veut dire que sur notre pipeline qui avait 10 étapes, on allait passer plus d'1h30 à attendre, à rien faire, que Glue lance bien notre job Spark. Et ça fait quand même pas mal de temps de perdu. Pour EMR, donc dans les inconvénients, on a aussi un temps d'initialisation long, 10 minutes, à la différence que ce temps d'initialisation est présent uniquement pour la première étape. Une fois que le cluster est lancé, on peut lui donner les 10 traitements à faire à la suite sans à nouveau avoir un temps d'initialisation. On a une configuration de l'EMR à maintenir nous-mêmes. Là, elle était assez simpliste, mais si on veut rentrer un peu plus dans les détails, ça peut être de plus en plus complexe. Ça, c'est un peu un ressenti, mais on sent que AWS n'incite plus vraiment aujourd'hui à utiliser EMR, notamment au vu des annonces qui avaient été faites fin 2019. Par exemple, le fait que les annonces les plus importantes ont été faites autour de KS, au niveau data, qui venait par exemple de diviser son prix par 2, qui quand même de ce côté-là est pas anodin. Mais bon, c'est peut-être juste un ressenti, mais voilà, on sent que EMR n'est plus vraiment la techno à la mode. Même de toute façon, chez Data Ingé, on a de plus en plus envie de passer à des trucs comme lancer du Spark sur du Kubernetes. Enfin, le pricing, il faut savoir que quand on utilise EMR, donc on paye à la fois le service manager EMR, un master ou plusieurs, si on veut plusieurs masters, et autant aussi de workers qu'on en a décidé. Et donc, forcément, très vite, le pricing grimpe. Enfin, la gestion des transients est un peu plus compliquée. Alors, elle est particulièrement compliquée parce que nous, justement, on a voulu un peu triquer cette histoire de on veut pouvoir garder, allumer et éteindre un cluster en fonction uniquement pour le temps où on en a besoin. Mais on ne veut pas envoyer toutes les steps d'un coup. Normalement, sur un EMR, il s'attend à ce qu'on lui envoie par exemple 10 steps, et s'il est en mode transient, il fait ses steps et il s'éteint tout seul. Donc en fait, on n'avait rien à gérer. Sauf que nous, on voulait que ce soit Airflow qui envoie les étapes une par une pour pouvoir bien monitorer sur Airflow, et en cas de souci à l'étape 3 sur 10, pouvoir juste cliquer sur Airflow et à la limite relancer depuis l'étape 3 sur 10 sans avoir à essayer de bidouiller des trucs de « Ah ouais, mais il faut qu'il parte s'il en est à 3e sur 10, donc Airflow va nous relancer, va réussir à envoyer une liste de steps parfaite qui en est à 3 sur 10, si c'est 3 sur 10 ou 5 sur 10, bref, c'était très compliqué. Donc, l'un dans l'autre, il y a une petite complexité de ce côté-là à gérer. Alors, les avantages de Glue, c'est qu'il est bien intégré avec l'écosystème AWS pour tout ce qui est data. Il va pouvoir facilement se plugger avec les différents services data, donc Athena et compagnie. C'est un service qui est serverless, donc on va pas avoir de machine EC2 à manager. On n'a rien à faire, on a juste à soumettre notre job Spark et ça tourne, point. Donc pour le coup, c'est un bon avantage. Le deuxième avantage de Glue, c'est que il y a tout un tooling qui est associé avec lui. Après, c'est pas parce qu'on lance notre job de Spark sur Glue ou qu'on les lance pas sur Glue qu'on va pouvoir se priver de ces outils-là. Comme nous, on l'a fait, on utilise des EMR, mais on va utiliser quand même le data catalog de Glue. T'as spoilé Glue, par contre, à l'inverse de EMR, c'est un outil où on sent qu'il y a toujours du développement côté AWS dessus, donc c'est pas un outil qui va mourir tout de suite. En tout cas, on n'a pas cette impression-là comme on peut l'avoir avec EMR. Au niveau factu, il a l'avantage par rapport à EMR que sur Glue, on va payer uniquement les workers.
On ne va pas avoir à payer les masters et le service managé comme on le faisait avec EMR. Là, on paye juste les workers qu'on va utiliser. Et le pricing correspond à peu près à ce qu'on paierait avec des workers côté EMR. Petite feature aussi qui est pas mal sur Glue, c'est sur nos jobs qu'on va lancer, on peut mettre un timeout. Parce que ça m'est arrivé assez souvent d'avoir des jobs Spark qui moulinent et qui tournent comme ça sans rien faire d'intéressant. Et en fait, ils sont juste bloqués. Et donc, comme on peut mettre un timeout dessus, on peut dire, au fait, s'il tourne depuis 1 heure, c'est pas normal, il faut le killer. Et donc après, il faut être inverti. Alors. Côté EMR, donc pareil, ça va être intégré à l'écosystème Hadoop, donc on va profiter facilement du lien à avec tous les autres services managés. Donc comme on l'a vu, on peut enchaîner plusieurs étapes sans avoir de call start. Ça, c'est un gros gain par rapport à Glue. C'est sûrement un des critères les plus décisifs dans notre choix. C'est intégré à Airflow aussi assez facilement, mais j'ai juste dû ajouter quelques étapes. Mais en soi, tous les plugins avaient été déjà faits, donc c'était prêt à l'emploi. Et enfin, côté utilisation par rapport au on-premise, la façon dont on va lancer notre job, c'est là où on a quasiment rien à faire. On a juste à wrapper notre Spark Submit dans un JSON, comme on l'a vu, mais pas à recréer un petit script Scala qui va wrapper notre mail. Donc c'est, disons, le plus simple de ce côté-là à migrer par rapport à du on-premise. Alors nous, en solution, on est parti sur de l'EMR, mais on voit qu'en fait, ça va surtout dépendre de votre use case. Nous, on a choisi EMR parce qu'on avait plusieurs JobSpark à lancer les uns à la suite des autres et que ces JobSpark étaient déjà implémentés. Après, c'est pas forcément le bon use case pour vous. La question qu'on s'est posée aussi, c'est qu'en fait, notre Airflow, quand on a fait l'install, on l'a installé sur Kubernetes. Et maintenant, on est en train de se dire que EMR, on s'en passerait bien et qu'on lancerait bien aussi nos JobSpark directement sur Kubernetes avec de l'autoscaling. On vous en reparlera peut-être l'année prochaine. Merci de nous avoir écoutés. Pour la suite du programme, vous pouvez retrouver à 19h un talk sur le futur des tests, donc le Machine Learning Assistant sur les tests logiciels. Et retrouvez-nous également le mardi 23 juin et le mardi 30 juin. Enfin, quand je dis retrouvez-nous, retrouvez le DataXD le mardi 23 juin et le mardi 30 juin pour 6 autres talks. Merci beaucoup. Merci.